Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour, merci d'écouter le podcast Banous, le podcast du marketing digital. Aujourd'hui, avec notre invité Christophe Maret, on va parler du modèle SaaS. Avant ça, Christophe, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors brièvement, je suis Christophe Maret, je suis directeur marketing pour la région de l'ouest de l'Europe chez Adobe. Alors, avant de parler du modèle SaaS, qui est le sujet de notre émission aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Adobe, qui est une entreprise vraiment particulière ? Adobe est une entreprise qui a été fondée en 1982 par les deux fondateurs qui étaient Charles Genschke et John Warnock. Historiquement, en fait, ce sont des chercheurs qui travaillaient en fait dans un laboratoire autour de la dématérialisation de certains processus. Et ils ont eu un jour l'idée de pouvoir créer ce qu'on appelle un langage de description de page, parce qu'ils étaient confrontés juste à un petit problème. Lorsque, à l'époque, tu imprimais sur une imprimante ou tu imprimais sur une autre imprimante, tu obtenais deux résultats différents. Ils se sont mis dans l'idée, en fait, de standardiser ça. Et en fait, ils ont commencé à créer cette structure de langage de description de page. Et en fait, ils ont décidé de créer Adobe en quittant ce laboratoire pour pouvoir fonder et développer ce langage. Et en fait, ce langage s'est appelé le PostScript. Et dans les années 80, toutes les imprimantes étaient PostScript pour pouvoir s'assurer d'avoir le meilleur rendu en termes d'impression. Et basé sur ça, ils ont commencé à développer d'autres solutions logicielles à destination des arts graphiques. Donc, ça a été Photoshop, où en fait, ils ont fait l'acquisition d'un petit logiciel qu'ils ont ensuite développé beaucoup plus. Ils ont développé des solutions et Adobe a développé des solutions autour de la mise en page, la PAO à l'époque. Donc, on a eu InDesign, ensuite on a eu Illustrator pour la création de graphiques vectoriels, etc., etc. Dans les années 93, 94, ils ont eu également cette idée de standardiser l'échange documentaire. Et ils ont créé un format d'échange qui était d'ailleurs basé sur le PostScript et qui s'appelait le PDF, que tout le monde connaît aujourd'hui, et qui a rendu également célèbre Adobe. Aujourd'hui, le PDF est un des formats les plus utilisés dans l'échange documentaire. Et puis, fort de cette expérience, ils ont continué à se développer, et Adobe a continué à se développer, à innover, ce qui fait un petit peu partie d'ailleurs de l'ADN d'Adobe, pour pouvoir proposer des outils de création numérique à l'ensemble en fait des photographes, des designers, etc., qui sont devenus célèbres, puisqu'en fait l'ensemble de ces outils sont regroupés sous un nom qui s'est appelé pendant très longtemps la Creative Suite. D'accord. Et aujourd'hui, si je pouvais juste rebondir, Adobe, c'est un éditeur de logiciels qui propose 3 plateformes. L'une qui s'appelle Creative Cloud, et je pense qu'on va y revenir après par la suite, qui vraiment regroupe tous les outils de création numérique. Le deuxième, c'est Document Cloud, qui est vraiment une plateforme à destination de la dématérialisation des process documentaires et de la signature électronique. Et la troisième plateforme, dont on évoquera peut-être un petit peu également, s'appelle Experience Cloud, qui est vraiment à destination des marques pour pouvoir proposer les meilleures expériences possibles à la destination de leurs clients. D'accord, très clair. Brièvement, aujourd'hui, on est 25 000 à peu près dans le monde. C'est un chiffre d'affaires d'à peu près 15 milliards. Et une croissance qui est assez soutenue. D'accord. Donc, si tu demandes à tous tes collègues de mettre un commentaire sur Apple Podcast pour le podcast Banous, je vais avoir 25 000 commentaires et 25 000 5 étoiles sur Apple Podcast. Alors, pas exactement, puisqu'en fait, c'est en français qu'on le fait, ce podcast, ce qui veut dire que ça va plutôt concerner en fait les francophones, ou en tout cas la filière française en fait d'Adobe. Sur la France, vous êtes combien ? On a à peu près 500. D'accord. Aujourd'hui, et on est basé sur différents sites, dont on en retrouve à Clermont, à Paris, etc. Alors très clair. Alors moi, je suis super content de pouvoir discuter avec toi, puisque en fait, pour moi, Adobe, c'est l'exemple même de l'entreprise qui a su se réinventer. Parce que alors j'étais étudiant à l'époque, mais j'ai acheté en tout cas Photoshop dans une boîte en carton à la Fnac. Et du jour au lendemain, il a fallu, donc vers les années 2012,
acheter des licences Adobe directement sur le net. Le modèle SaaS, on voit, il est pas fait pour tout le monde, mais avant d'entrer dans les détails, est-ce que tu pourrais donner une définition, s'il te plaît? Donner une définition du modèle SaaS, c'est un petit peu compliqué, j'en suis navré. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que pour moi, le SaaS, c'est avant tout de la technologie. D'accord. Avant tout de la technologie. Moi, je me souviens, à la fin des années 90, je travaillais dans une entreprise chez un éditeur de logiciels, dans un, on va dire, un environnement un peu spécial qui s'appelait le Manufacturing Process Management. Et j'avais régulièrement des discussions avec mon directeur général de l'époque. Et en discutant ensemble, on était vraiment tombé sur une conclusion commune qui était de dire le futur du logiciel pour nous. Donc, on était vraiment à la fin des années 90. Le futur du logiciel pour nous, c'était le logiciel en tant que service. Pourquoi? Parce que le logiciel en tant que service présentait énormément d'avantages. D'avantages pour les utilisateurs, c'est-à-dire en fait avoir accès à une technologie quel que soit l'endroit où on se trouve. Et ça, sans aucune différence d'un poste à l'autre, excepté peut-être un petit peu la puissance de l'ordinateur, mais ou la taille du tuyau de connexion Internet. Mais globalement, ça permettait de démocratiser l'accès à une technologie. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'était de pouvoir bénéficier de toutes les mises à jour en permanence, sans avoir besoin de désinstaller, puis réinstaller, puis désinstaller, puis réinstaller. Et ça, pour moi, c'était les deux plus grands bénéfices. C'était la vision qu'on avait. C'était bien évidemment avant que AWS, Azure et autres plateformes n'existent, parce qu'elles sont arrivées plutôt au milieu des années de la première décennie. Voilà. Donc, si je devais donner une définition, pour moi, c'est avant tout une technologie qui va permettre de bénéficier de fonctionnalités, quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc, il y a une forme de mobilité, il y a une forme de nomadisme, si c'est un néologisme que je peux me permettre. Alors aujourd'hui, c'est assez facile de parler de modèle SaaS, mais en 2012, date à laquelle Adobe a fait basculer son modèle, ça semblait moins évident. Quel était l'état d'esprit de l'entreprise à cette date-là? En fait, il faut peut-être se reprojeter au début des années 2000. Au début des années 2000, on est en train de se rendre compte qu'il y a une profonde mutation qui est en train de s'opérer, notamment avec l'avènement d'Internet. Il y a eu en 2005, on a eu également l'iPhone qui est sorti. C'était vraiment un très grand chamboulement sur notre manière de consommer l'information. Et en fait, à cette époque-là, il y avait énormément de nouveautés, énormément de nouvelles technologies, des nouveaux formats, des nouvelles tendances. Il y avait des nouveaux appareils photo numériques, il y avait tout un tas de choses. Et c'est à ce moment-là en fait que Adobe a racheté une entreprise. C'était en 2009 pour être précis, a racheté une entreprise qui s'appelait Omniture. Alors, je sais pas si tu as connu Omniture, mais Omniture, c'était le plus gros fournisseur d'analytics du marché. Je me rappelle pour beaucoup en fait, parce que j'étais déjà là, pour beaucoup en fait à cette époque-là, cette acquisition-là d'Omniture semblait pas du tout en adéquation avec notre stratégie. Elle semblait pour certains même particulièrement farfelue, un petit peu anachronique. Et en fait, si on a racheté cette entreprise-là, c'est pour deux raisons. Le premier, en rachetant Omniture, on a racheté un savoir-faire phénoménal sur le cloud et sur ce qu'on commençait à appeler le SaaS. C'est une entreprise qui était éminemment de haute technologie. Et du coup, d'ailleurs, pour la petite histoire, on a créé notre centre de R&D à Lehigh, qui se trouve juste à côté de Salt Lake City. Et là, on va retrouver les 2500 ingénieurs et techniciens qui nous ont rejoints au travers de l'acquisition d'Omniture. Et ça, c'était un moment très important dans notre évolution, parce qu'en faisant cette acquisition de savoir-faire, on a pu être très en avance d'ailleurs, on a pu développer notre offre SaaS qu'on allait ensuite lancer en 2012. On est parti d'un constat, c'est qu'avec toutes ces nouvelles technologies qui arrivaient, ces nouveaux formats, on ne pouvait plus faire attendre nos clients pendant 18 mois à 2 ans avant d'avoir une nouvelle version. Et de plus en plus de clients nous disaient, c'est bien joli, mais réinvestir, parce qu'à l'époque, une Creative Suite complète, ça coûtait 3 500 €.
Voilà. Et donc, quand tu devais réinvestir pour 3 500 € pour remettre à jour l'ensemble de tes logiciels, c'était un investissement qui était très important. Tout ça, ça nous a poussé en fait à changer notre modèle de vente et à passer d'un mode de licence perpétuelle à un mode souscription. Et ce mode de souscription permet justement, c'est ce que tu évoquais au tout début, de bénéficier de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure en fait de leur développement, et non plus en attendant 18 à 24 mois. Et ça a été une très très grosse révolution. Et ça a eu lieu en 2012. On a lancé officiellement ce nouveau mode en 2012, et ça représente quasiment un changement de business model pour 95% de notre chiffre d'affaires. Donc c'était un très gros risque, mais c'était un risque qui était salutaire. Et d'ailleurs, si on l'a fait, c'est parce que à l'époque, Adobe se portait déjà très bien. D'accord. On l'a pas fait dans un moment où on était dans un creux de vague. On l'a fait dans un moment où tout allait bien. On venait de passer l'année 2008, qui était une année assez difficile avec la crise financière. Et finalement, c'est parce qu'on allait bien que ça nous a permis en fait d'assurer cette transformation. Alors, durant cette période, tout n'a pas été rose, à mon avis. Est-ce que vous avez connu des frictions, que ce soit en interne avec les clients? Comment ça s'est passé dans les faits? Alors, en fait, j'ai envie de dire que par définition, personne n'aime le changement. Ni toi, ni moi, ni les auditeurs. On n'aime pas trop ça. Quand on est dans une zone de confort, on aime bien rester. Alors, pour certains, le changement est bien évidemment important, mais pour la plupart, on n'aime pas trop ce changement. Et quand il s'agit de changer, on aime encore moins un changement quand il est contraint. Même si on se découvre quand même des capacités de changement assez radicales. Quand on regarde les 2 dernières années, avec la situation liée à la pandémie, on a changé beaucoup de choses parce qu'on a été contraint. Quand on a opéré ce changement de business model et quand on a opéré ce changement vis-à-vis en fait de nos clients, bien évidemment, il a fallu en fait qu'on communique énormément. Et on a passé notre temps à communiquer vis-à-vis de nos communautés de clients pour les rassurer, pour leur expliquer en fait ce qui allait s'opérer. Il a fallu qu'on communique également avec les marchés financiers. Parce que lorsque tu fais un changement qui va toucher 95% de ton chiffre d'affaires, tu dois rassurer tes partenaires, la bourse, enfin bref, tout l'écosystème qui gravite autour de ton entreprise. Il a fallu également que on accompagne certains de nos partenaires, parce qu'il y avait des partenaires qui étaient plutôt des distributeurs et qui allaient cesser de travailler avec nous sous la forme qu'ils ont connue. Il a fallu également que on accompagne tous les employés d'Adobe, parce qu'il a fallu éduquer en interne. Et donc tout ça s'est opéré. Moi, je me souviens en fait de situations où il y avait on va dire des pétitions qui étaient menées par nos clients et qui voulaient le retour en arrière. Il a fallu on les gère, ces pétitions-là, il a fallu qu'on les gère et qu'on aille vers eux. Et en fait, on a passé beaucoup de temps à évangéliser, à éduquer, à communiquer et surtout à raconter en fait notre histoire et notre révolution en totale transparence. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Adobe est une marque qui a, j'ai envie de dire, qui génère beaucoup d'amour de la part de ses utilisateurs. Et le seul moyen en fait d'entretenir cela, c'est de développer cette relation de confiance basée sur la transparence. Et on a énormément communiqué. Ça a été un des gros challenges pour Adobe. Alors bien évidemment après, on a basculé également notre mode et tu l'as dit, notre mode de paiement, où on passait par des revendeurs, on a basculé sur une plateforme e-commerce. Et aujourd'hui, le site d'Adobe est un des plus gros sites marchands dans le monde. On génère des milliards de chiffres au travers de cette plateforme, puisqu'en fait, c'est la plateforme qui va nous permettre de pouvoir facturer le téléchargement de tous les logiciels. D'accord. Avec le recul que tu as et par rapport donc à ton expérience, si tu parlais à un entrepreneur, quel conseil tu pourrais lui donner? Est-ce que en fait tu lui donnerais le conseil d'aller vers un modèle SaaS ou pas? Comment tu vois les choses? Moi, je vais avoir un parti pris. Moi, je suis un fervent, plutôt qu'un fervent défenseur. Je suis un fan du mode SaaS, mais du mode SaaS pour certains types d'applications.
Alors, je vais pas les citer ici parce que je voudrais pas non plus faire plus de publicité à d'autres, mais j'utilise des outils pour mon streaming de musique. J'utilise des applications SaaS pour mon streaming vidéo, etc., etc. Pour moi, ou pour prendre des rendez-vous chez un docteur, ou pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Avoir la capacité de commencer une transaction sur mon mobile, la continuer sur mon PC, rebondir après sur ma tablette. On en a tous rêvé. Et ça, le SaaS le fait. Donc moi, j'ai envie de pousser tout le monde à aller sur le SaaS parce que ça apporte une expérience utilisateur, une expérience pour le consommateur qui est sans aucune commune mesure et je trouve que c'est assez remarquable. Le SaaS a également ses limites. Si jamais, par exemple, l'application a pour vocation d'être intégrée avec d'autres applications, c'est là où on commence à trouver certaines limites. Alors, il y a des offres qui sont plutôt d'ailleurs de ce qu'on appelle des plateformes as a service qui permettent en fait de corriger ça. Mais c'est vrai que ça va dépendre de l'objectif de l'application. Si c'est un objectif d'application pour répondre à un besoin et qui reste relativement dans son environnement, le SaaS est bien évidemment incontournable. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup déjà pour toutes ces indications et ces informations. Alors, on va lancer un nouveau petit rituel sur Banous. On va demander à nos auditeurs de nous dire s'ils ont des questions via le site banous.com. Alors, vous allez pouvoir aller sur le site. En même temps, je vais créer du trafic vers le site banous.com. Donc, c'est extraordinaire, mais je suis un roi du marketing. Au-delà de la blague, c'est si jamais, chers auditeurs, vous avez des questions à poser à Christophe, vous pouvez les poser donc sur le site banous.com. On en sélectionnera 3 et on se permettra de t'envoyer par mail, Christophe, les 3 questions et je pense que tu seras d'accord pour y répondre. Avec plaisir, vraiment avec plaisir. Eh bien, écoute, je valide ce consentement. Écoute, merci beaucoup. C'était très rapide. Comme d'habitude, le temps passe super vite. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Alors, sur LinkedIn, bien évidemment, mais également au travers de différents événements que nous organisons. Si vous souhaitez en fait nous rejoindre, sur lequel je suis, ou même si je ne suis pas, sur lequel bien évidemment Adobe pourra vous apporter des éléments complémentaires. Bah écoute, c'est bien noté. Merci beaucoup, Christophe. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.